Je vais juste vous faire un peu un débrief, un bilan de fin du festival, de ce qu'on a fait notamment aujourd'hui et surtout vous parler des jeux qui sont derrière puisque on a réussi à tester l'intégralité des jeux nominés. Alors il y en a quelques-uns qu'on avait pu tester avant le festival, mais je pense qu'on a bien dû tester 8 ou 9 des jeux. On a bien dû tester 8 ou 9 des jeux nominés ici qu'on n'avait pas déjà testé. Voilà, on les a testés en live dans le festival, donc on va pouvoir un peu vous donner notre avis là-dessus. Et alors on a même testé les 3 jeux pour enfants. Stay tuned, notre avis va être pépite. On était clairement le public cible. On va donner comme on peut. Heureusement qu'on n'est pas jury pour cette catégorie, parce qu'on voilà, on saurait pas trop forcément comment comparer tout ça. Ça y est, Sophie est là, on va pouvoir. C'est un peu la course. Ouais, c'est un peu là, clairement. Il y a 4 jours, mais. Ouais. Clairement, là, c'est passé. Pour passer l'espace presse, déjà, c'est compliqué. Ah oui, ils Ouais. ont commencé à dire. Ouais, la sortie, Ouais, c'est de l'autre côté. Oui, c'était clairement la course. J'ai dormi 4 heures par nuit, voilà, vous un peu plus, mais bon, Ouais, 5 peut-être. Ah ouais. c'était quand même la course. On enchaîne tout de suite sur le petit retour des jeux. Alors, je n'étais pas avec eux, mais ils m'ont raconté, ça a l'air laborieux. Pimpon, c'est un jeu dans lequel on incarne des pompiers qui vont devoir en fait aller éteindre un feu dans la maison et pour ça on va lancer le dé et si on tombe sur la face rouge ça veut dire que on va pouvoir avancer sur une partie de la route où il y a une voiture rouge. En gros c'est ça. Donc là Précisément, ouais. je retourne la case rouge en route et donc là mon camion je vais pouvoir ensuite l'envoyer ici. Voilà, sauf que nous qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une partie, on a lancé, on est tombé plein de fois sur des flammes, notre maison a brûlé, notre camion n'a pas décollé de la case départ. Voilà. Donc dans Pimpon, ce qui semble pas mal c'est que c'est un jeu comme tous les jeux de cette catégorie généralement s'ils sont nominés c'est qu'ils ont des visées un peu éducatives. Donc là ça permet aux enfants de découvrir un peu les couleurs et de s'amuser ludiquement dans un monde avec des pompiers etc. On déplace une voiture. Ça semble être pour ça qu'il a été nominé. Nous on n'y a pas vu un intérêt forcément incroyable, on n'est pas du tout le public cible, donc c'est très compliqué pour nous de voilà donner notre avis, de dire si vraiment un enfant peut s'amuser avec ce jeu. Mais oui, en termes de vie, Oui, a priori oui, en termes de visée éducative en tout cas, ça a l'air assez sympa aussi. Pimpon, c'est un jeu de tower defense où l'idée c'est qu'à chaque tour on va avoir des monstres qui vont avancer. À chaque tour il y a un nouveau monstre qui va apparaître sur la file qu'on a ici. Ils vont se déplacer et on voit que sur chaque case du plateau on va avoir une forme avec une couleur particulière. Et à chaque tour on peut jouer une carte à la fois soit de sa main soit de celle de son allié. Pour tuer un monstre il faut simplement faire trouver un monstre sur une case, avoir la carte qui correspond. Si on prend l'exemple simplement du rond vert, on regarde si sur l'une des cases il y a un rond vert, on voit qu'il n'y a pas de monstre dessus, je ne peux pas me servir de la carte pour tuer un monstre. À chaque tour, les monstres avancent. Certains monstres, quand ils apparaissent, ont un effet, ils font avancer les monstres plus vite, ils apparaissent devant plutôt que derrière. Si un monstre atteint la porte, il la casse. Si un second monstre atteint le château, la partie est perdue. Ouais, bah le concept est original, un tower defense sur un jeu de société, je pense pas qu'il y en a 40 000 non plus. Et puis c'est assez ludique quoi. Pour le coup, on a été meilleur qu'à Pimpon, on a réussi à pas se faire sauter la muraille et à garder notre carte bonus, à gagner quand même. Le Bubble Stories, mécanique plutôt simple mais très agréable. Il y a plusieurs scénarios. C'est un jeu one shot. Alors j'imagine qu'avec des enfants on peut jouer plusieurs fois, ils apprécieront. Où l'idée c'est qu'on arrive sur un terrain, une zone particulière. Donc on la voit ici, Sophie nous est en train de nous la montrer. On a 4 petites bulles et en fait chaque bulle on les retrouve sur différentes cartes. Le jeu c'est, on a un point de départ, on cherche des objets en particulier. On cherche, je sais pas, là typiquement dans le cadre de la fête foraine, on cherche 4 peluches. Et on va essayer de se déplacer dans la fête foraine pour retrouver les peluches. Par exemple, si je vais dans le chamboule-tout, je vais essayer de trouver les balles qui vont me permettre de faire le chamboule-tout. Et puis pour tirer dedans, si je remporte, effectivement, j'obtiens la peluche. Donc c'est simplement un jeu où on se déplace, comme un point and click finalement dans un jeu vidéo. Mais là, c'est simplement juste on se déplace et on espère tomber sur le bon endroit pour obtenir les bons objets. Et le but du jeu, c'est de trouver les objets en défaussant le moins de cartes possible. Donc c'est sympa, c'est un petit peu une sorte de début d'escape, un petit peu des bonus d'histoire narrative pour des enfants, donc ça va les initier à ce type d'histoire-là. Dans le classement comme ça, j'aurais effectivement mis probablement le Bubble Stories en premier, l'attrape-monstre en second et enfin le Pimpon, parce que l'attrape-monstre a un système de choix et un peu plus intéressant, je trouve. Voilà, mais Après, c'est pas pour le même âge non plus. voilà, mais aussi c'est à partir de 4 ans de mémoire, les deux sont à partir de 4 ans. C'est pour ça que voilà, donc je pense que ça a été vu comme ça. Carte Aventura, c'est un petit peu un livre dont vous êtes le héros. Simplement, on a une carte de départ et on va aller s'aventurer dans l'histoire. Du coup, l'idée c'est qu'à chaque fois, on va retourner des cartes en fonction des conditions.
Les cartes vont nous proposer un choix. Ici, on voit A ou B en fonction des choix. Est-ce qu'on décide de lui parler ou est-ce qu'on décide de le tuer? J'exagère, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et en fonction du choix qu'on va faire, on va nous dire, soit vous choisissez une autre carte, soit vous la retournez. Voilà, il va y avoir plusieurs conditions. On va continuer ça, ainsi de suite. On va récupérer des objets, il va se passer des choses. Et à la fin, on va tomber donc sur une fin et c'est soit optimum, soit un peu moins bien. Il y a différentes fins alternatives. Mais c'est une aventure qu'on effectue. Et dans ce domaine-là, donc du coup, il y a plusieurs cartes Aventura. Donc c'est des jeux plutôt one-shot, même s'il y a plusieurs fins, on peut essayer de le refaire. Mais c'est très agréable et relativement fluide. Les règles, il n'y a presque pas besoin de les lire. Donc on a beaucoup aimé. Ça donne envie de moins d'acheter chaque boîte pour le tester une fois, quoi. Pour le Happy City, on a eu un petit souci technique, donc je vais vous expliquer un peu en voix off le jeu. C'est un jeu qui est très similaire à Splendor. L'idée, c'est de construire sa ville, donc en achetant des bâtiments. Les bâtiments sont représentés sur des cartes. Et à chaque tour, on va récolter de l'or et acheter une carte. Sur une carte, il peut y avoir des pièces d'or, ce qui nous permet de récolter à chaque tour de l'or supplémentaire pour acheter des meilleures cartes. Et il y a des symboles de cœur et de personnages qui sont en fait, je pense, des habitants et du bien-être. Dès qu'un joueur a acheté 8 bâtiments, on compte les points et l'objectif c'est d'avoir le plus de points, sachant qu'on va multiplier donc les cœurs par le nombre de personnes, donc de petits bonhommes, et la personne qui aura fait le plus grand score gagne. Il y a des cartes bonus qui peuvent être gagnées et qui apportent également soit des cœurs, soit des personnes, soit encore une fois de l'or. Pour vous donner un petit peu mon avis dessus, ce jeu il est fluide, il est familial parce que les règles s'expliquent simplement et les parties durent peut-être quinzaine, vingtaine de minutes. Il est très agréable à jouer, à prendre en main. On a toujours envie d'en refaire une, donc en général les parties s'enchaînent. Si vous voulez le tester, vous avez la possibilité de le faire sur BGA. N'hésitez pas, franchement, il vaut le coup. Et c'est un petit jeu à avoir à la maison quand vous avez pas trop envie de vous prendre la tête. Vous pouvez poser un Happy City, c'est agréable. Le jeu qui a gagné l'Azor, c'est surtout Seven Wonders Architect. Si, comme beaucoup, vous connaissez Seven Wonders, c'est en quelque sorte la version plus familiale de Seven Wonders. À chaque tour, on a le choix entre une carte qui est à notre gauche ou à notre droite. On va la jouer, ça va nous permettre de récupérer des petits bonus. Et le but, c'est encore une fois de construire sa merveille. Voilà, donc c'est le jeu qui a gagné l'Azor cette année. Alors il y en a qui se sont dit, voilà, est-ce que c'est vraiment mérité, parce que beaucoup en fait ont été assez pas déçus, mais en quelque sorte, ils voyaient moins l'intérêt du Seven Wonders Architect. Mais parce que je pense qu'en réalité, la plupart, c'est des joueurs vraiment habitués. Et c'est sûr que quand tu as fait le Seven Wonders normal, voire le duel, sur le Architect, tu as beaucoup moins cette profondeur de jeu, cette complexité. Mais c'est pas le but recherché. Donc dans un jeu familial, moi je comprends complètement qu'il ait pu gagner ce prix. Après, ça m'aurait pas choqué que d'autres puissent aussi le gagner, parce que peut-être que Seven Wonders Architect est un peu moins original, dans le sens où il y a déjà un Seven Wonders et un Seven Wonders Duel, donc le thème on le connaît, la mécanique elle n'est pas exactement celle-ci évidemment. Effectivement, c'est un jeu qui est extrêmement fluide à jouer, on peut enchaîner facilement les parties, ça se passe, c'est très agréable à ce niveau-là, et donc ça fonctionne bien. Et en fait, ce qui est intéressé surtout l'auteur, c'est de pouvoir jouer avec des petits enfants comme des grands-parents, et sur ce domaine-là, en tout cas, ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Nouvelle contrée, du coup, on va passer dessus. Ouais. Simplement, c'est pour un petit peu redécouvrir les livres dans votre bibliothèque. Donc, on va pouvoir mettre des marque-pages, donc en début et au bout de 50 pages à peu près. Typiquement, ce qui va se passer, c'est que vous allez être en collaboratif, donc super intéressant. Voilà, si on veut faire des petits jeux tous ensemble et ne pas être en compétitif. L'idée, ça va vraiment être d'avoir des missions en fait sur des phrases dans le livre. On va lire les 6 premières lignes et on va essayer de trouver des majuscules, des mots avec certaines lettres en particulier. Voilà, donc c'est vraiment tout le monde va participer. Et puis c'est très intéressant du coup de revenir là-dessus. Je trouve que c'est super intéressant en termes de mécanique, parce que ça fait intervenir des livres, ce qui est complètement inhabituel. Par contre, là où ça va être un peu, le jeu est en tout cas à notre niveau, manque un peu de dynamisme. C'est relativement calme, c'est de la lecture, et puis c'est des petites missions, c'est léger. Donc la mécanique est intéressante, et par contre en termes de profondeur, on est vraiment plus léger, et voilà. Après, c'est des designs vraiment très très jolis. L'illustration est très bien faite. Ça fait un petit peu penser à Dixit aussi sur l'aspect où on va lire en fait un passage, on va essayer de retrouver l'esprit de ce passage. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est très coopératif, très sympa. Voilà, pour un moment plutôt calme, comme l'a expliqué Alan. Oui, bon, on va passer sur Ultra, mais juste pour finir sur Nouvelle Contrée, c'est vrai que ce qui m'a moins un peu dérangé, c'est peut-être la simplicité des missions à exécuter. Peut-être qu'on aurait pu trouver un peu plus de finesse là-dedans dans le système des marque-pages pour trouver des missions qui peut-être demandent un peu plus de concentration ou plus de missions, ou je sais pas. Moi, c'était pas la simplicité, c'était vraiment le nombre de missions. Finalement, on va répondre à une mission.
et on va pouvoir passer sur une seule autre. Et par exemple, si on est 5 à jouer, il y en a 4 qui restent les mêmes. Et ça peut rester longtemps les mêmes. En gros, pour ajouter quelque chose, effectivement, il y a 4 missions par tour. Chaque joueur effectue une mission. Une par joueur qui écoute. Mais en fait, il n'y a qu'une seule personne qui valide officiellement sa mission par un vote. Donc du coup, il y a 3 personnes qui auront fait une mission sans grand intérêt, puisque du coup, ça n'aura pas été appliqué. Donc ça aurait été pour nous plus intéressant que chacun effectue sa mission pour essayer d'optimiser le nombre de points. Le trait, c'est pareil, un petit peu très narratif. On va avoir une histoire qu'on va suivre. On va devoir faire résoudre des péripéties du coup qui vont arriver un petit peu partout, qui vont nous mettre un petit peu en péril sur notre niveau de prestige, sur notre niveau aussi de défense, plein de choses comme ça qui vont venir rentrer en compte. Là-dessus, on a beaucoup aimé, enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ce jeu. Après voilà, on savait pas trop au début comment réagir face aux attaques. On s'est fait défoncer. On est complètement mort. En fait, vous avez beaucoup de mal à anticiper comment il faut jouer à ce jeu parce qu'on ne sait pas quel élément va avoir quel impact. Mais du coup, c'est hyper intéressant aussi parce que ça ajoute de la complexité, quoi. Et je pense que c'est un jeu qui gagne justement sur ce côté un peu scénario avec des trucs qui se passent. Et je pense que chaque partie doit être peut-être aussi un peu différent en fonction de ce que tu pioches. Ah oui, il y a plusieurs scénarios Ouais, et en fait c'est coopératif aussi. Donc il y a vraiment 4 personnages avec chacun un petit peu un pouvoir qui va être soit l'érudit, soit le confort, soit voilà. Donc vraiment des caractéristiques et on va lancer des dés pour essayer de vaincre un peu le jeu aussi. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai trouvé ça très très sympa. On rentre facilement dedans. Ouais, clairement. Ouais. Et puis le dernier jeu du coup de cette catégorie, c'est Living Forest. L'As d'or. C'est vrai, c'est l'As d'or. Là-dessus, moi je trouve que oui, en effet, ça le valait, l'As d'or. C'est un jeu qui va mélanger plusieurs techniques, donc aussi bien du placement de tuiles, c'est ça, deck building, du stop et encore. Et en fait, ça va aussi répondre un petit peu à la problématique écologique où il y a un feu dans la forêt qu'on veut arrêter. Donc vraiment, on va pouvoir se positionner en fait sur plusieurs plans pour pouvoir gagner ce jeu. Donc il faut réussir à un petit peu déranger les autres, à être un petit peu bon partout, mais en même temps, s'orienter sur une stratégie quand même. En plus, l'illustration, pareil, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est vraiment très accessible et très agréable dans sa jouabilité. Donc on a envie d'en refaire une très rapidement à chaque fois on fait une partie, on a envie d'en faire une deuxième. Ça fonctionne très bien. On a envie de tester. Il y a 3 manières de gagner. On a envie de tester une autre manière de gagner à chaque fois. Donc ça rajoute vraiment du plus. Moi j'aime beaucoup les illustrations. Donc ça fait un excellent jeu le tout. Ouais. Moi je l'ai pas fait celui-là, mais il y a une critique qui a été émise sur ce jeu, pas sur le jeu en lui-même, mais le fait qu'il ait pu gagner l'As d'or, c'est qu'a priori il y aurait aucune mécanique particulièrement innovante. Et du coup la question c'était est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de donner un prix plutôt à Oltré ou Nouvelle Contrée qui ont peut-être plus d'innovation dans la mécanique qu'à Living Forest qui a l'air d'être un jeu extrêmement pertinent mais peut-être un peu moins original, quoi. Voilà, la question est ouverte, surtout que je l'ai pas fait. Donc on passe sur Dune, on ressort d'une partie de Dune Imperium. Je vais pas être le meilleur pour en parler parce que j'ai pas bien assimilé toutes les règles, mais globalement ça semble avoir plu à tout le monde, notamment à Alan. Donc peut-être qu'Alan tu pourrais peut-être en parler, ou Sophie sinon. Ouais. Moi j'ai tout compris, mais je regardais le jeu, j'ai accompagné la seule fille du jeu et du coup on a gagné face aux 3 garçons. Les 3 garçons se sont alliés au début en disant c'est bon, 3 gars, une fille. On a fait une partie plus courte, mais ça en perd. Enfin, il y a des éléments qu'on va un peu perdre, mais globalement, ça donne un excellent aperçu du jeu. On comprend très vite, et surtout, il y a une excellente iconographie dans le jeu. C'est-à-dire que globalement, on comprend. Enfin, on lit les règles une fois, on applique et on sait. En fait, derrière, on n'a plus besoin de ressortir le livret de règles a priori. Tout fonctionne tout seul, et c'est extrêmement fluide. Donc, oui. Quand on a 3 fois 4 heures de sommeil et qu'on tient la caméra pendant l'explication de règles, on comprend un peu moins vite. Oui, c'est pas pour ça que t'as perdu, hein. Non, mais en tout cas, il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a vraiment plein de manières de concevoir. Il y a du deck building. Moi, j'adore ça, donc ça fonctionne bien. Moi, j'avais un peu peur de ce jeu au départ. Le design fait peur, comme dit, et du coup, ça semblait complexe. Et en fait, pas du tout. Une fois qu'on est rentré dedans, on comprend, comme l'a dit Alan, vraiment, il y a tout qui est expliqué sur le plateau de jeu. Les cartes aussi, vraiment, les illustrations expliquent tout. Et voilà, en fait, on a plein de stratégies possibles aussi pour gagner des points de victoire. Donc le but, c'est vraiment d'arriver le premier à 10. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on a gagné, mais en tout cas, ça va enclencher le tour de fin. Et donc celui qui a le plus de points de victoire à la fin, il a gagné. Moi, si j'ai plus de place dans ma ludothèque, il rentre celui-là.
Donc, les ruines perdues de Narak, souvent on les compare, c'est pour ça, et au début je comprenais pas pourquoi. Maintenant je comprends mieux. On est aussi sur du placement d'ouvriers. Dans le même mécanique, on peut placer 2 bonhommes. Et l'idée, c'est encore une fois de la gestion de ressources. Donc, on est sur ces 2 aspects-là. C'est juste que là, cette fois-ci, il y a aussi du deck building en fait. Donc, on a vraiment toutes les mêmes mécaniques qu'on retrouve de part et d'autre. Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'améliorer. En fait, on va avoir 5 manches et on va tenter d'avancer, d'aller de plus en plus loin et d'essayer de faire de plus en plus de recherches, de comboter des ressources. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'au début, on y va un petit peu à tâtons, on sait à peu près où on veut aller, mais voilà. Au fur et à mesure du jeu, en fait, et au fur et à mesure des tours, tout est beaucoup plus calculé. C'est-à-dire que, ok, j'ai 3 ressources là, 2 ressources là, donc si je passe là, je vais en récupérer une, je vais pouvoir en racheter 2 ici. Donc, pour ceux qui aiment bien un petit peu cette réflexion de se dire, ok, je vais essayer de tout organiser, ça fonctionne très bien. Et donc voilà, ce jeu, c'est très sympa. Il y a un aspect moi que j'aime beaucoup, c'est les jetons qu'on révèle et on peut gagner des petits points bonus avec. On ne sait pas sur quoi on va tomber, et du coup ça va potentiellement influer sur notre stratégie. Et donc voilà, et c'est bien rejouable. Il y a vraiment plein de manières d'avancer différentes. Donc ce jeu me plaît beaucoup. Si je dois le comparer avec Dune, je dirais que j'ai plus apprécié Dune pour le moment. Faudrait que je joue davantage aux 2 parties pour me faire une idée plus précise. Mais ça fonctionne très bien et voilà, ça récupère un peu les mécaniques et l'univers est différent. Peut-être que ça, voilà, je pense que ça peut jouer aussi pour le choix de ce jeu. Last but not least. Alors, Iki. Du coup, je cherchais le mot de quel est le nom de notre personnage parce que notre game master n'avait pas pu, ne se souvenait pas de ce nom. Je crois que c'est l'Edoko. Du coup, en fait, c'est l'enfant d'Edo. Typiquement, on est à la période d'Edo, donc c'est l'ancien nom de Tokyo. C'est un petit peu la construction de la ville, comment ça se passait. C'est vraiment rendre un petit peu le quartier le plus vivant, le plus animé possible. Et donc en fait nous on est cet Edoko qui va marcher en fait dans la rue, faire des tours de quartier, recruter en fait des différents artisans. Ça peut être des créateurs de lanternes, des gens qui vont faire plutôt des nouilles soba, des choses comme ça. Donc voilà, on va vraiment pouvoir recruter 4 artisans. Eux, ils ont des compétences, on va devoir les nourrir à la fin de chaque saison. Donc là, je vois que c'est un petit peu recouvert, mais en fait, on a 12 mois de l'année, et à la fin, on a le 13e mois, du coup, entre guillemets, puisque c'est en fait le nouvel an. Donc on va jouer sur toutes ces périodes-là, sachant que ce sont des cartes différentes à chaque fois, donc des artisans différents, des petits jetons qui vont venir aussi changer. Donc ça change vraiment un petit peu cette ambiance-là. Ça va pouvoir permettre de faire pas mal de choses. Notamment, on va avoir la stratégie de construction aussi de bâtiments qui va venir sur la fin. L'idée étant en fait d'avoir le plus d'iki. Donc c'est ces points un petit peu de victoire. Victoire, mais d'honneur. De bien-être, moi j'aurais dit. Enfin, de bonne ambiance dans le quartier, quoi. Et donc c'est comme ça qu'il le nomme, hein, je crois. Donc voilà, typiquement, on va essayer de monter sur cette piste d'iki. Et pour ça, on va pouvoir construire des jolis bâtiments, on va se faire attaquer par les flammes de temps en temps, donc il faut savoir aussi, pareil, réguler un petit peu sa richesse, sa nourriture, ses compétences en flammes. En fait, moi, cette mécanique-là, en fait, il y a une mécanique où on se déplace autour et en fonction de là où on tombe, on va pouvoir faire différentes actions. En gros, il y a un circuit de jeu. Et on va devoir jouer sur le fait de sélectionner si on avance de 1, 2 ou 3 cases, et du coup en fonction de sélectionner des lieux. Cette mécanique-là, j'ai pas forcément l'habitude de le voir, donc c'est intéressant. Et il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour essayer de gagner des points. Donc il est très riche et très varié. Le design est très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé le jeu, mais c'était pas une surprise vu que dès qu'il y a un bout de tissu japonais de kimono qui dépasse, moi je suis fan. Donc non mais le jeu est sympa. Et tu parlais d'iconographie tout à l'heure en parlant d'une Imperium. Moi je le trouve justement beaucoup plus iconographique que Dune Imperium. Enfin, pour moi c'était beaucoup plus facile à comprendre que Dune Imperium. Après j'avais peut-être fait celui-là le matin et l'autre en fin de journée, ça explique aussi un peu. Mais ouais, je le trouve cool. Et le problème c'est que j'ai du mal à le comparer pour savoir s'il aurait dû gagner l'As d'or ou pas, parce que j'ai pas fait les ruines perdues de Narak, et que Dune Imperium j'ai pas fait une partie pleine, dans le sens où j'étais pas hyper concentré. Mais en tout cas ça m'aurait pas choqué de manière objective, hein, ça m'aurait pas choqué qu'ils prennent un As d'or, parce que visuellement il est très bien, la mécanique est très fluide, et en même temps tu sens qu'il y a beaucoup de moteurs pour faire des points et différentes stratégies possibles. Au passage on s'est fait éclater d'ailleurs, mais parce qu'on jouait avec une 4e personne, voilà. Donc, félicitations à Pauline. Ouais, bravo Pauline si tu regardes cette chaîne. Mais bien joué de nous avoir mis quasiment le double de points. Mais à part ça, le jeu est très cool. Globalement, moi je trouve que par rapport à Dune, ce jeu est plus punitif en termes de choix. C'est-à-dire que si tu fais des mauvais choix, ça peut être un peu plus compliqué de gérer, et j'ai trouvé ça plus difficile quand tu connais pas le jeu, en tout cas, de découvrir. Sur Dune, j'ai l'impression que quel que soit le choix ou le positionnement qu'on avait au début,
globalement, on avance et on n'a pas de problème, on prend pas spécialement de retard. On change un peu la stratégie, mais voilà. Que là, on peut prendre un peu de retard. Alors pour moi, il y a un seul truc que je trouve très punitif dans Iki, mais encore une fois, au bout d'une partie, c'est difficile d'avoir un truc très complet. Mais pour moi, il y a un seul truc très punitif, c'est le placement de l'artisan. Parce que d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est fait bien démolir, hein. C'est que si jamais tu récupères directement des artisans de la bonne couleur et que tu les places au bon endroit, c'est un gros moteur de points. Et si tu as réussi à faire ça, les autres n'ont pas vraiment de moyen de te bloquer après, si ce n'est de faire passer tes artisans à la retraite, mais ça prend un certain temps. Donc tu vas avoir le temps de marquer au moins une fois ou deux des points avec, et voilà, c'est ça que je trouvais punitif. Sinon pour le reste, bah, tu récoltes différentes ressources, donc peu importe que tu prennes d'abord des savates pour aller plus vite ou de la thune, dans tous les cas c'est moins punitif, tu prends quand même des trucs. Mais le placement des artisans, je trouve que c'est punitif. On n'a pas eu le cas de figure aussi, mais il y a des incendies qui peuvent arriver et brûler vos artisans. Là aussi, si vous avez mal placé vos artisans et mal récupéré de quoi lutter contre le feu, ça peut être très punitif aussi, parce que vous pouvez faire crever un artisan très rapidement malheureusement, quoi. Chance d'aléa qui apparaît avec ce système de feu qui vient brûler des bâtiments que vous auriez construits. Ça peut jouer. Mais oui, Dune Imperium, effectivement, du peu que j'en ai compris, ça va être le fil rouge. Je le trouve pas très punitif a priori. Ouais, moi, si j'avais dû choisir, effectivement, j'aurais mis Dune Imperium en premier. Je suis d'accord avec. Enfin, la sensation de jeu, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit qu'il y avait plusieurs manières de faire. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Il y a un système de cartes intrigue qui va racheter des cartes secrètes où on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça parce qu'ils peuvent moins contrôler le jeu. Ça, c'est moi. Et moi, j'ai trouvé que c'était un plus parce que justement, tu peux surprendre les joueurs et ils peuvent se dire, ok, il pourra pas aller là, il lui manque cette pièce-là. Et en fait, tu l'as derrière ton truc et tu l'avais prévu. Voilà. Donc, moi, j'aime vraiment cet aspect-là. Moi, je le mets en premier. Et après, j'ai les deux, Iki Narak. Je suis plus proche de Narak en termes de mécanique, mais je les mettrais plutôt coude à coude de mon point de vue. Parce que c'est juste moins ma mécanique, Iki, mais c'est tout. Ok. Et toi, Sophie, t'as pas testé Narak, mais t'as testé les deux autres, toi, du coup. Donc tu préfères Dune Imperium aussi, il me semble, non? Oui. Bah, en fait, on a fait les deux aujourd'hui. C'est vrai que Dune, j'ai plus regardé et conseillé. Mais la partie m'a semblé aller peut-être plus vite aussi. Où en fait, tu dois pas tout construire dès le départ, j'ai l'impression. Alors, ok, c'est du deck building, mais Iki, j'ai vraiment eu l'impression d'être très très lente au début. Si tu fais, comme il l'a dit, un mauvais choix, tu vas pas forcément passer la meilleure partie de ta vie. Que Dune, en fait, tu peux plus te rattraper. Et donc, tu as plus aussi envie de recommencer parce que tu te dis, là, typiquement, ah mince, je l'aurais fait comme ça. Mais ça aurait été encore plus facile, plus rapide. Ok. Donc, moi, c'est plutôt ce petit goût de, ah bah vas-y, j'ai envie de recommencer tout de suite, tu vois.